Alexander Price avait tout, un empire technologique valant des milliards, un manoir vitré surplombant le Pacifique, et une obsession qui lui avait coûté 35 millions de dollars sur 10 ans. Il cherchait la femme mystérieuse qui lui avait sauvé la vie au Maroc avant de disparaître sans laisser de traces. Pendant ce temps, sa femme de ménage, Maya Carter, arrivait chaque matin par l'entrée de service, époussetait ses meubles en silence, et disparaissait chaque soir comme un fantôme, exactement comme elle l'avait prévu. Car Maya Carter détenait un secret qui pouvait les détruire tous les deux. Elle était la femme qu'Alexander cherchait, cachée à la vue de tous, simple domestique invisible dans son monde parfait. Pendant 6 mois, elle avait réussi cette dangereuse mascarade. Mais aujourd'hui, alors qu'elle polissait le cadre argenté d'un portrait inachevé d'elle-même plus jeune, dissimulé derrière sa bibliothèque, elle réalisa que le milliardaire qui ne regardait jamais son personnel commençait enfin à la voir. Et quand il le ferait, leur deux vies exploseraient. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les baies vitrées du manoir de Pacifique d'Alexander Price, peignant des traînées dorées sur les sols de marbre que Maya Carter avait polis à la perfection 1 heure plus tôt. Alexander sillonnait le grand foyer à exactement 7h15, ses chaussures en cuir italien claquant contre la pierre avec la précision d'un métronome. Ses yeux restaient fixés sur l'écran de son téléphone, parcourant les rapports de marché de la nuit de Tokyo et Londres, tandis que sa main libre tenait une tasse de voyage en titane remplie de café éthiopien de pure origine qui coûtait plus cher le kilo que la plupart des gens ne gagnaient en une journée. Maya se tenait immobile sur le grand escalier, chiffon à la main, se faisant aussi petite que possible contre la rampe. Elle avait appris au cours de ses 6 mois de travail chez les Price que la clé de la survie était l'invisibilité. Alexander passa à moins d'1 mètre d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de français et discret qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Il ne reconnut pas sa présence. Jamais. Pour lui, elle n'était pas différente des meubles qu'elle nettoyait, des tableaux qu'elle époussetait, ou du sol qu'elle cirait jusqu'à le faire briller comme un miroir. Son chiffon se mouvait en cercle précis sur la rampe en acajou. Ses mouvements étaient délibérés et silencieux. Maya avait perfectionné l'art du silence, d'exister dans les espaces sans les perturber. Son uniforme était toujours impeccable, ses cheveux tirés en un chignon net, sa présence marquée seulement par la légère odeur de polish à la lavande qui persistait dans les pièces après son départ. Elle s'était entraînée à respirer doucement, à se déplacer avec détermination mais sans bruit, à être exactement ce qui était attendu, efficace, minutieuse et complètement oubliable. Mais Maya remarquait tout. Elle remarqua comment Alexander avait commencé à faire les 100 pas pendant ses appels téléphoniques ces derniers temps, usant les tapis persans de son bureau. Elle remarqua la façon dont sa mâchoire se serrait lorsque certains noms étaient mentionnés dans la conversation, et comment ses doigts tambourinaient sur les surfaces quand il pensait que personne ne le regardait. Surtout, elle remarqua comment il s'arrêtait parfois en plein pas et fixait l'océan Pacifique, son regard vide, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de l'horizon qu'il avait perdu il y a longtemps. La cuisine bourdonnait d'une activité feutrée lorsque Maya y entra pour prendre des produits de nettoyage. Sarah, la gouvernante en chef qui était au service de la famille depuis 15 ans, bavardait avec James, le chauffeur, autour de leur café matinal. Ils se turent à l'approche de Maya, mais elle entendit la fin de leur conversation. Quelque chose à propos d'une femme mystérieuse et de détective privé. « Bonjour, Maya, » dit Sarah, d'un ton neutre, mais pas méchant. Sarah était le genre de personne qui maintenait une distance professionnelle avec tout le monde, surtout avec le nouveau personnel. « Bonjour », répondit Maya doucement, tendant la main vers le polish à argent sous l'évier. James s'appuya contre le comptoir, incapable de résister à l'envie de continuer son histoire. « Je te dis, Sarah, je l'ai conduit à rencontrer cet enquêteur encore la semaine dernière. Le même qu'il utilise depuis des années. Il doit avoir dépensé des millions maintenant. » « Ce ne sont pas nos affaires, » dit Sarah sèchement, mais ses yeux trahissaient sa curiosité. « 10 ans, » continua James, baissant la voix. « 10 ans qu'il cherche quelqu'un. On pourrait penser qu'après tout ce temps et cet argent, il les trouverait ou abandonnerait. » Maya garda son visage soigneusement neutre tandis qu'elle arrangeait ses provisions dans son panier. 10 ans, des millions de dollars. Un fantôme de son passé qui le hantait suffisamment pour qu'il consacre des ressources à une recherche sans fin. Elle n'avait pas besoin de se demander qui il cherchait. Elle le savait déjà. Ce soir-là, le manoir se transforma pour le dîner d'anniversaire de l'entreprise d'Alexander. Les lustres de cristal flamboyaient de lumière, et la table de la salle à manger gémissait sous le poids d'un repas de 7 plats préparé par un chef étoilé Michelin venu pour l'occasion.
Maya se déplaçait dans la foule d'investisseurs et de membres du conseil d'administration comme une ombre, remplissant les coupes de champagne et ramassant les assiettes vides avec une efficacité rodée. Alexander se tenait en bout de table, levant son verre pour un toast. Son sourire était parfait, ses paroles polies, mais Maya vit la façon dont ses yeux déviaient constamment vers la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Elle le regarda scanner chaque nouvelle arrivée, l'espoir vacillant brièvement avant que la déception ne se réinstalle dans les rides autour de ses yeux. Même entouré de personnes célébrant son succès, il semblait totalement seul. Trimestre remarquable, tonna Alexander. Harrison Wells, un investisseur chevronné aux cheveux argentés et à la voix rauque par le Bourbon, ajouta, l'expansion à Singapour seule nous rapportera 40 millions. Merci, Harrison, répondit Alexander, mais son attention s'était déjà évaporée. Un serveur venait d'entrer par la porte de service, et un instant, juste un instant, Alexander eut le souffle coupé. Mais ce n'était qu'un autre traiteur, un autre étranger, une autre déception. Maya ramassa des verres vides sur une table d'appoint, se rapprochant de l'endroit où Alexander se tenait. Tandis qu'elle passait près de lui pour prendre une serviette usagée, leurs regards se croisèrent brièvement. Elle s'attendait à ce qu'il regarde à travers elle, comme toujours, mais quelque chose le fit hésiter. Son regard s'attarda sur son visage, un léger pli apparaissant entre ses sourcils, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'insaisissable. « Merci », dit-il doucement, les mots le surprenant autant qu'elle. Maya hocha la tête, baissant immédiatement les yeux. « De rien, Monsieur Price. » Elle se retira vers la cuisine, son cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Ce regard, ce moment de presque reconnaissance, c'était dangereux. Elle avait trop travaillé pour construire cette identité, cette vie invisible, pour la laisser s'effondrer maintenant. Le lendemain matin, Maya époussetait le bureau privé d'Alexander lorsqu'elle remarqua quelque chose, une toile partiellement cachée derrière une bibliothèque, recouverte d'un tissu blanc. Elle ne devrait pas regarder. Elle savait qu'il ne fallait pas fouiller dans les affaires personnelles de son employeur, mais quelque chose la força à soulever le coin du tissu. Le tableau lui coupa le souffle. Il était inachevé, mais le sujet était clair, une jeune femme noire aux yeux intelligents et à un léger sourire qui suggérait des secrets. L'artiste avait capturé quelque chose d'indéfinissable dans son expression, un mélange de force et de vulnérabilité qui rendait le portrait vivant. La main de Maya trembla tandis qu'elle abaissait le tissu. Elle connaissait ce visage. Elle le voyait tous les matins dans le miroir, bien que plus jeune, plus douce, avant que le monde ne lui ait appris à se cacher. Elle retourna rapidement à son époussetage, mais son esprit s'emballait. Pourquoi avait-il cette peinture? Combien se souvenait-il? Et surtout, combien de temps pourrait-elle maintenir cette mascarade? La semaine se déroula avec une tension inhabituelle. Un système orageux arriva du Pacifique, apportant des rideaux de pluie qui fouettaient les fenêtres. Maya resta tard un soir pour aider à nettoyer après une réunion du conseil qui s'était prolongée. Le reste du personnel était rentré, la laissant seule dans l'immense maison avec Alexander. Elle essuyait la table de conférence quand elle entendit des pas derrière elle. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air fatigué et plus vieux que ses 48 ans. « Vous n'êtes pas obligé de rester, dit-il. L'orage s'aggrave. »« Presque fini, Monsieur Price, » répondit Maya, sans lever les yeux de son travail. Il entra dans la pièce, se servant un scotch au bar. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici? » 6 mois. « Oui, monsieur. »« Ça vous plaît ?» La question sembla le surprendre, comme s'il n'avait pas eu l'intention de la poser. Maya s'arrêta de nettoyer. « C'est un bon travail, stable. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle le regarda enfin, choisissant ses mots avec soin. « J'apprécie l'opportunité, Monsieur Price. Tout le monde n'embaucherait pas quelqu'un avec des trous dans son historique d'emploi. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. Tout le monde mérite une seconde chance. La pluie frappait plus fort contre les fenêtres. Maya retourna à son nettoyage, mais elle le sentait la regarder. Le silence s'étira entre eux, rempli de questions non dites et de secrets soigneusement gardés. « Merci d'être resté tard, dit-il finalement. Conduisez prudemment. » Alors que Maya rassemblait ses affaires pour partir, elle sortit son téléphone dans le garde-manger, s'assurant qu'elle était seule. Elle composa un numéro de mémoire. « C'est moi, » murmura-t-elle. « Non, tout va bien, mais il est. Je ne sais pas.
Il remarque des choses. La voix à l'autre bout parla avec urgence, mais Maya la coupa. Je t'ai dit que ce n'était pas encore le moment. Je saurai quand. Tiens-toi prête. Elle raccrocha rapidement, glissant le téléphone dans sa poche. Quand elle se retourna, elle faillit sursauter. L'assistante d'Alexander, Patricia, se tenait dans l'embrasure de la porte. Vous travaillez tard? Demanda Patricia, d'un ton neutre, mais ses yeux étaient méfiants. L'orage, dit simplement Maya. Je ne voulais pas laisser de désordre pour le matin. Patricia hocha lentement la tête, mais Maya comprit qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Alors que Maya partait par l'entrée de service, elle se demanda combien de situations limites elle pouvait encore se permettre. Le lendemain, alors qu'elle livrait du linge frais à la suite d'Alexander, Maya remarqua quelque chose d'inhabituel. Le tiroir de son bureau était fermé à clé. Il l'était toujours, mais un dossier avait glissé partiellement, coincé dans le mécanisme. Elle pouvait voir le bord d'un logo, Whitmore Investigation, Services internationaux discrets. Elle repoussa soigneusement le dossier, s'assurant de ne rien déranger d'autre, mais elle en avait vu assez. Whitmore était l'un des meilleurs dans le domaine, connu pour retrouver les personnes qui ne voulaient pas être trouvées. Le genre de cabinet qui pouvait tracer des ombres et des murmures à travers les continents. Ce soir-là, alors que Maya se préparait à partir, elle passa devant le bureau d'Alexander. La porte était entr'ouverte, et elle pouvait le voir sur le balcon au-delà, une silhouette sur le ciel orageux. Il tenait un verre de whisky dans une main, son autre main appuyée contre la rampe, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Le vent lui porta sa voix, à peine audible par-dessus la pluie. Il marmonnait quelque chose, le même mot encore et encore, comme une prière ou une pénitence, un nom, Amara. Le souffle de Maya se coupa. Elle se força à continuer de marcher, à ne pas réagir, à maintenir la façade qu'elle avait construite si soigneusement. Mais ses yeux la trahirent, brillant de larmes qu'elle ne pouvait se permettre de verser. Pas ici, pas maintenant. Pas alors qu'elle était allée si loin et s'était si bien cachée. Elle rentra chez elle à travers les rues assombries par l'orage. Maya savait que l'équilibre délicat qu'elle avait maintenu pendant 6 mois commençait à se fissurer. La recherche d'Alexander s'intensifiait, sa conscience s'aiguisait. La domestique invisible devenait visible. L'invisibilité signifiait un danger, pas seulement pour elle, mais pour lui aussi. Marcus Whitmore était assis en face d'Alexander dans le bureau, étalant des dossiers sur la table basse comme un joueur de cartes. Chaque dossier représentait une piste, une possibilité, un espoir qui n'avait finalement mené nulle part. Le visage de l'enquêteur était buriné par des années de travail international, ses yeux vifs malgré leur matinale. Nous avons élargi les paramètres de recherche, dit Marcus, son accent britannique clair et professionnel. Mes équipes ont couvert le Brésil, Sao Paulo et Rio principalement. Nous avons eu des gens à Paris qui ont vérifié les communautés d'expatriés, et nous venons de terminer les opérations à Nairobi. Alexander se pencha en avant, étudiant les rapports avec une intensité qui frôlait le désespoir. 35 millions de dollars, Marcus. J'ai dépensé 35 millions de dollars au fil des ans. Elle doit être quelque part. Les gens qui veulent disparaître peuvent être remarquablement doués pour cela, répondit Marcus avec prudence. Surtout s'ils ont de l'aide. Elle ne voulait pas disparaître, dit Alexander fermement. Quelque chose l'Y a forcé. Quelqu'un, peut-être. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un modeste appartement d'une chambre à Englewood, Maya se tenait devant son évier de cuisine, regardant les flammes consumer les dernières de ses vieilles lettres. Le papier s'enroulait et noircissait, emportant avec lui des mots d'une autre vie, d'une autre identité. Le détecteur de fumée piailla une fois avant qu'elle ne le désactive avec une efficacité rodée. Lorsque la dernière braise s'éteignit, elle balaya les cendres dans un sac en plastique, le noua fermement et le plaça dans la poubelle. De son placard de chambre, elle sortit une petite boîte à serrure, vérifiant son contenu une dernière fois avant de la sécuriser derrière un panneau qu'elle avait installé elle-même. À l'intérieur se trouvaient des passeports avec des noms différents, de l'argent en diverses devises, et une seule photographie qu'elle ne pouvait se résoudre à brûler. De retour au manoir le lendemain matin, Maya remarqua qu'Alexander semblait plus agité que d'habitude. Il avait 3 téléphones sur son bureau, chacun réglé sur un fuseau horaire différent. Son petit déjeuner restait intact pendant qu'il envoyait des emails et aboyait des ordres à son assistante pour vider son emploi du temps en vue d'un voyage d'urgence. Le gala de charité,
lui rappela Patricia. Vous êtes l'orateur principal. Annulez-le, dit Alexander sans lever les yeux. Vous ne pouvez pas annuler, monsieur. C'est pour l'hôpital pour enfants. La presse se débrouillera. Reprogrammez mes vols après le gala. Ce soir-là, Maya regarda la couverture du gala depuis son appartement, blottie sur son canapé d'occasion avec une tasse de thé. Les nouvelles locales montraient Alexander au podium, beau dans son smoking, prononçant un discours sur la responsabilité des entreprises et la contribution à la communauté. Mais Maya vit ce que les caméras manquaient, la façon dont ses yeux balayaient constamment la foule, la légère pause lorsqu'un rire de femme retentissait du fond de la salle de bal. La voix de la présentatrice de nouvelles continuait sur un ton monocorde à propos des millions récoltés pour l'hôpital, mais Maya n'écoutait plus. Elle observait le visage d'Alexander lorsque quelqu'un l'appela hors champ. L'espoir qui apparut sur ses traits, suivi immédiatement par la déception quand il se tourna pour constater que ce n'était qu'un autre donateur souhaitant lui serrer la main. 2 jours plus tard, Maya préparait le petit déjeuner dans la cuisine du manoir lorsque Marcus Whitmore arriva avec des nouvelles urgentes. Elle les entendait parler dans la salle à manger. La voix d'Alexander montait d'excitation. Ceci a été pris à Chicago il y a 5 ans, disait Marcus, des images de vidéosurveillance d'un hall d'hôtel. Regardez le foulard qu'elle porte. Les mains de Maya s'immobilisèrent sur l'orange qu'elle coupait en quartier. Elle se força à continuer, à maintenir le rythme de son travail, même si son cœur s'emballait. C'est ça, la voix d'Alexander était haletante. C'est le foulard que je lui ai donné au Maroc. Ce doit être elle. La piste se perd après Chicago, prévint Marcus. Mais nous suivons les dossiers d'emploi, les locations d'appartements. Si elle était là, nous trouverons où elle est allée ensuite. Maya se mit à fredonner doucement en arrangeant des fruits sur une assiette, une habitude inconsciente lorsque ses nerfs étaient à vif. La mélodie était basse, quelque chose que sa grand-mère chantait quand Maya était jeune, avant que tout ne devienne compliqué. Elle ne réalisa qu'Alexander était entré dans la cuisine que lorsqu'elle entendit son inspiration coupante. « Cette chanson, dit-il. Quelle est cette chanson ?» Maya leva les yeux, forçant la confusion sur son visage. « Oh, je suis désolé, monsieur Price. Étais-je trop forte ? Non, la chanson. Où l'avez-vous apprise ? » Elle haussa les épaules, reportant son attention sur l'arrangement des fruits. Juste quelque chose que ma mère chantait. Un vieux spiritual, je crois. Voulez-vous votre café habituel ? Alexander la fixa un long moment, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Oui, merci. Tandis qu'elle préparait son café, de sucre, pas de crème, exactement comme il l'aimait, Maya sentait ses yeux sur elle. Elle avait fait une erreur. Le fredonnement avait été imprudent, trop à l'aise. Elle devait être plus prudente. Cette nuit-là, la nature sembla refléter la tension dans la maison. Une tempête massive arriva du Pacifique, coupant l'électricité dans tout le quartier. Maya ramassait des bougies dans le placard à fourniture quand les lumières s'éteignirent, plongeant le manoir dans l'obscurité. « Maya ?» La voix d'Alexander appela depuis le salon. « Êtes-vous toujours là ?»« Oui, monsieur Price. J'ai des bougies. » Elle avança prudemment dans l'obscurité, guidée par les éclairs à travers les fenêtres. Alexander se tenait près de la cheminée, la lampe torche de son téléphone créant une petite flaque de lumière. « Tenez, dit-elle, lui tendant plusieurs bougies et un briquet. Leurs doigts se frôlèrent pendant l'échange, et dans la brève illumination de la flamme du briquet, leur visage était à quelques centimètres. Les yeux d'Alexander cherchèrent les siens, et un instant, Maya oublia de respirer. Il y avait quelque chose dans son regard, pas tout à fait de la reconnaissance, mais une familiarité profonde et troublante. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ? » demanda-t-il soudainement. « Avant que vous ne veniez travailler ici ? » Non, monsieur, dit Maya, reculant. Je m'en souviendrai. Un éclair jaillit de nouveau, projetant son visage en forte lumière. Vraiment ? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom de Marcus Whitmore apparut à l'écran. Je dois prendre cet appel, dit Alexander, mais ses yeux s'attardèrent sur elle un instant de plus avant de décrocher. Maya s'activa à allumer des bougies dans toute la pièce, mais elle put entendre sa part de la conversation. Quand ? Vous êtes sûr ? Non, je prendrai moi-même l'avion.
Réserver le premier vol après le passage de la tempête. Après avoir raccroché, Alexander se dirigea vers la fenêtre, observant la tempête faire rage sur l'océan. Maya rassembla ses affaires pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Croyez-vous au destin, Maya ?» La question l'a pris au dépourvu. Je crois que les choses arrivent pour une raison, Monsieur Price. Je cherche quelqu'un, dit-il, toujours face à la fenêtre. Je la cherche depuis des années. Parfois, je me dis que je suis fou. Dépenser tout cet argent, tout ce temps, à chercher un fantôme. Elle doit être importante, dit Maya avec prudence. Elle m'a sauvé la vie. Sa voix était basse, presque perdue dans le bruit de la pluie contre la vitre. Il y a des années au Maroc, tout ce que j'ai construit, je le lui dois. Et elle a juste disparu. La gorge de Maya se serra. Peut-être avait-elle ses raisons. C'est ce que je me dis. Mais j'ai besoin de savoir qu'elle va bien. J'ai besoin de la remercier. J'ai besoin, il s'interrompit, puis rit amèrement. J'ai l'air fou, n'est-ce pas? Parlez de ça à ma femme de ménage. Vous avez l'air de quelqu'un qui n'oublie pas les gens qui comptent, dit Maya doucement. Alexander se tourna alors pour la regarder, et à la lueur des bougies, elle put voir des larmes dans ses yeux. Je lui dois tout. Le lendemain matin, Maya reçut un appel pendant sa pause. Elle se rendit à l'extrémité du jardin, s'assurant qu'elle était seule avant de répondre. Il se rapproche trop, dit la voix à l'autre bout, pressante. La piste de Chicago. Ils vont remonter jusqu'à toi. Tu dois partir. Pas encore, dit Maya fermement. Ce n'est pas un jeu. Si Victor découvre où tu es, alors. Je partirai avant qu'il ne le découvre, l'interrompit Maya. Mais pas encore. Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Tu joues avec le feu. J'ai déjà été brûlé. J'ai survécu. Elle raccrocha et se retourna pour trouver Daniel, l'ami d'Alexander, marchant dans le jardin. C'était un visiteur régulier, l'une des rares personnes en qui Alexander semblait avoir entièrement confiance. Belle matinée, dit Daniel agréablement, mais ses yeux étaient curieux. Je ne pense pas que nous nous soyons correctement présentés. Je suis Daniel Morrison. Maya Carter, répondit-elle, serrant la main qu'il lui tendait. Alexander parle de vous en bien. Il dit que vous êtes la meilleure femme de ménage qu'il ait eue. Maya doutait qu'Alexander ait dit quoi que ce soit de tel, mais elle sourit poliment. C'est un bon employeur. Daniel l'étudia un instant. Vous savez, c'est étrange. Vous me rappelez quelqu'un, mais je n'arrive pas à placer qui. J'ai un de ces visages, dit Maya légèrement. Mais à l'intérieur, les signaux d'alarme retentissaient. Daniel avait été au Maroc. Daniel avait été là cette nuit-là. Ce soir-là, autour d'un scotch dans le bureau, Alexander se confia à Daniel sur sa recherche continue. Tu dois laisser tomber, dit Daniel doucement. Ça fait 10 ans, Alex. Tu poursuis un fantôme. Elle n'est pas morte, dit Alexander fermement. Je le saurais si elle était morte. Comment pourrais-tu le savoir? Alexander sortit une photographie abîmée par le temps de son tiroir de bureau. Elle était tachée d'eau et froissée, mais l'image était toujours visible, une jeune femme noire aux yeux brillants et à un sourire prudent, debout sur un toit avec le coucher de soleil marocain derrière elle. Parce que quelqu'un comme elle ne meurt pas simplement, dit Alexander. Elle survit. Elle s'adapte. Elle disparaît si elle le doit, mais elle survit. Daniel étudia la photographie, puis jeta un coup d'œil vers la porte où Maya venait de passer avec des serviettes fraîches. Une étrange expression traversa son visage, mais il ne dit rien. Plus tard cette nuit-là, Maya se tenait dans son appartement, regardant son calendrier. Le vol d'Alexander était réservé pour la semaine prochaine, suivant une autre fausse piste que Marcus avait fabriquée pour le tenir occupé. Elle encercla la date à l'encre rouge. Ce serait son dernier jour. Elle disparaîtrait de nouveau, deviendrait quelqu'un de nouveau, quelque part d'autre. Mais alors qu'elle se préparait à se coucher, elle se surprit à penser à la douleur dans la voix d'Alexander quand il parlait de sa recherche, 35 millions de dollars dépensés pour la retrouver, 10 ans de sa vie consacrée à un fantôme. Tout ça parce qu'elle l'avait sauvé une fois et avait ensuite disparu sans explication.
Elle récupéra la boîte à serrure de sa cachette et en sortit la photographie qu'elle n'avait pas pu brûler. C'était la jumelle de celle qu'Alexander avait montrée à Daniel. Le même moment capturé sous un angle différent. Elle l'avait prise avec son téléphone quelques heures seulement avant que tout ne tourne mal, avant que les hommes armés n'arrivent, avant qu'elle ne doive faire le choix qui les entrait tous les deux. Demain. Elle décida que demain elle partirait. Mais même en prenant cette décision, elle savait qu'elle se mentait. Quelque chose la retenait ici. Quelque chose de plus que le simple besoin de se cacher. Peut-être était-ce la façon dont il regardait l'océan, la cherchant. Peut-être était-ce le tableau caché dans son bureau, inachevé comme tout entre eux. Ou peut-être était-ce simplement qu'après 10 ans de fuite, elle était enfin fatiguée d'être invisible pour la seule personne qui n'avait jamais cessé de la voir, même quand elle n'était pas là. Le matin après le départ prévu d'Alexander était censé apporter à Maya un soulagement. Elle avait déjà rédigé sa lettre de démission, citant une urgence familiale fictive qui nécessiterait son déménagement immédiat. Mais à 6h30 ce matin-là, alors qu'elle arrivait au manoir par l'entrée de service, elle trouva la Bentley d'Alexander toujours dans l'allée et entendit sa voix résonner depuis le bureau. « Je me fiche de ce que le conseil pense, Patricia, annulez le voyage à Chicago. Nous avons une réunion d'urgence cet après-midi, et je dois être ici. » L'estomac de Maya se serra. Elle se retira dans la cuisine où Sarah révisait le programme de la semaine avec une tension inhabituelle dans les épaules. « Changement de plan », annonça Sarah au personnel rassemblé. Monsieur Price ne voyage finalement pas. Nous organisons la collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants ici demain soir au lieu de l'hôtel. 200 invités, traiteur complet, et le conseil arrivera tôt pour une réunion privée. Maya acquiesça avec les autres, mais son esprit s'emballait. Elle ne pouvait pas partir maintenant, pas avec un événement d'une telle ampleur. Cela soulèverait trop de questions, attirerait trop l'attention. Elle était piégée pour au moins quelques jours de plus. Le manoir se transforma du jour au lendemain en un pays des merveilles pour l'événement de charité. Des lumières de cristal étaient accrochées dans les jardins. Un quatuor à cordes s'installa sur la terrasse, et des tables rondes drapées de linge blanc remplirent la salle de bal. Maya travailla aux côtés du reste du personnel, arrangeant les centres de table et polissant l'argenterie jusqu'à ce qu'elle étincelle. Les enfants arrivèrent en premier, des patients de l'hôpital amenés pour une avant-première spéciale avant l'arrivée des donateurs. Maya fut chargée d'aider à les superviser dans le jardin d'hiver où des maquilleurs et des artistes de ballon avaient été embauchés pour les divertir. Elle s'agenouilla à côté d'une petite fille en fauteuil roulant, l'aidant à choisir le motif de papillon qu'elle voulait faire peindre sur sa joue. « Tu es jolie », dit soudain la petite fille, étudiant Maya avec l'honnêteté sans filtre de l'enfance. « Tu es une princesse ?» Maya rit doucement. « Non, ma chérie. Je travaille juste ici. Monsieur Price doit t'aimer alors. Il n'embauche que des gens gentils. »« Qu'est-ce qui te fait penser que Monsieur Price est gentil ?» demanda Maya, curieuse de la perception de l'enfant. « Il nous rend visite à l'hôpital parfois. Il apporte des jouets et lit des histoires. Il est triste, par contre. On voit quand les adultes sont tristes, même quand ils sourient. » De l'autre côté de la pièce, Alexander observait l'interaction. Il était venu vérifier les enfants avant l'arrivée des donateurs, mais se retrouva figé par la vue de la douceur de Maya avec la petite fille. Il y avait quelque chose de naturel dans sa façon d'interagir avec les enfants, une chaleur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Quand elle rit à quelque chose que l'enfant dit, tout son visage se transforma, devenant plus jeune, plus ouvert. « Elle est formidable avec eux », nota Patricia, apparaissant à son coude avec une tablette pleine d'horaires. « Oui », acquiesça Alexander doucement. « Elle l'est. » À mesure que la soirée avançait et que de riches donateurs remplissaient le manoir, Maya reprit son rôle habituel, se déplaçant invisiblement dans la foule avec des plateaux de champagne. Elle avait perfectionné l'art d'être invisible. Mais ce soir, Alexander semblait suivre ses mouvements, ses yeux la retrouvant à plusieurs reprises dans la foule. Lors d'une accalmie dans les festivités, il l'approcha alors qu'elle arrangeait des verres frais au bar. « Maya, je voulais vous remercier pour aujourd'hui avec les enfants. Vous avez dépassé les attentes. Ce fut un plaisir, Monsieur Price. Ce sont des enfants adorables. » Il hésita, puis demanda, « Avez-vous des enfants ?»« Non, monsieur, mais j'aimerais en avoir un jour. » C'était une question si personnelle, si inattendue de la part d'un homme qui avait à peine reconnu son existence pendant 6 mois.
Maya choisit ses mots avec soin. J'ai beaucoup déménagé, Monsieur Price. Ça n'aurait pas été juste pour un enfant. Déménager? Son intérêt s'aiguisa. Où avez-vous vécu? Un peu partout. En Californie surtout, mais j'ai passé du temps sur la côte est. Elle garda ses réponses vagues, suffisamment véridiques pour éviter des mensonges purs et simples, mais pas assez spécifiques pour être tracés. Êtes-vous déjà allé à l'étranger? Le pouls de Maya s'accéléra. Non, monsieur. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Il étudia son visage intensément, et elle se força à soutenir son regard avec une innocence feinte. Après un instant, il hocha la tête et se détourna, mais elle le surprit à regarder en arrière 2 fois avant de disparaître dans la foule des donateurs. Plus tard ce soir-là, Maya était en train de débarrasser des assiettes de la terrasse du jardin lorsqu'elle remarqua quelque chose qui attrapait la lumière sur son poignet, le bracelet en argent. Elle l'avait porté sans y penser, habituellement caché sous les manches de son uniforme, mais les activités de la soirée avaient fait remonter sa manche. Excusez-moi. Maya se retourna pour trouver Eleanor Hartley, l'une des nouvelles femmes de ménage, fixant son poignet avec un intérêt non dissimulé. Eleanor avait commencé il y a 3 semaines, et il y avait quelque chose d'aiguisé et de calculateur chez elle qui rendait Maya mal à l'aise. C'est un beau bracelet, dit Eleanor, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Il a l'air cher. Il ne l'est pas, dit rapidement Maya, abaissant sa manche. Juste quelque chose d'un marché aux puces. Vraiment? Parce qu'il ressemble exactement à l'orfèvrerie marocaine qu'ils vendent dans les boutiques haut de gamme du centre-ville. Ma sœur en a un qui a coûté $800. Alors j'ai eu beaucoup de chance au marché aux puces, dit Maya froidement, passant devant Eleanor avec son plateau. Mais Eleanor n'en avait pas fini. Tout au long du reste de la soirée, Maya l'a surpris à la fixer, à chuchoter à James, le chauffeur, et une fois à prendre une photo avec son téléphone quand elle pensait que Maya ne regardait pas. Le lendemain matin, une crise éclata qui n'avait rien à voir avec les secrets de Maya. La salle du conseil éclata en cris lorsque Richard Steinberg, l'un des plus anciens membres du conseil d'administration d'Alexander, frappa du poing sur la table. Vous avez perdu le cap, Alexander. 35 millions de dollars de vos fonds personnels dépensés dans une vaine poursuite, et maintenant vous prenez des décisions commerciales erratiques. L'expansion à Singapour saigne de l'argent parce que vous êtes trop distrait pour la superviser correctement. Maya était dans la pièce adjacente, soi-disant en train de nettoyer, mais elle pouvait entendre chaque mot à travers les minces murs. Mes finances personnelles ne sont pas l'affaire du conseil, dit Alexander, sa voix dangereusement calme. Elles le sont quand elles affectent votre jugement, rétorqua Richard. Victor y tourne autour de nos contrats comme un vautour, et vous êtes trop occupé à jouer les détectives pour le remarquer. Il a déjà détourné 3 de nos fournisseurs. Victor y est un parasite, dit Alexander d'un ton désinvolte. Un parasite qui est sur le point de dévorer votre entreprise pendant que vous courez après des fantômes. La réunion se termina par des portes claquées et des pas furieux. Maya se retira rapidement, mais pas avant d'avoir entendu Richard au téléphone dans le couloir. Victor, c'est Richard. Tu avais raison. Il est vulnérable. Ce nom glaça le sang de Maya. Victor aille, la raison pour laquelle elle avait fui. La raison pour laquelle elle s'était cachée. Si Victor était impliqué maintenant, s'il se rapprochait des affaires d'Alexander, alors rester était encore plus dangereux qu'elle ne l'avait pensé. Dans la cuisine cet après-midi-là, Maya préparait le déjeuner d'Alexander lorsqu'une livraison arriva. Marcus Whitmore lui-même, plutôt que d'envoyer un assistant, insista pour livrer un colis à Alexander personnellement. Alors que Maya portait le plateau au bureau, elle put entendre leur conversation à travers la porte. Elle était en Californie, disait Marcus. Nous avons confirmation. Une femme correspondant à sa description a travaillé dans un hôpital à Sacramento il y a 5 ans. Puis elle a de nouveau disparu. Sacramento? Répéta Alexander. Ce n'est qu'à quelques heures d'ici. La piste se perd après cela. Mais, Alexander, si elle était si près et ne vous a pas contacté, peut-être ne le pouvait-elle pas. Peut-être était-elle en difficulté. Les mains de Maya tremblèrent alors qu'elle frappait à la porte. Les 2 hommes se turent alors qu'elle entrait avec le plateau de déjeuner. Merci, Maya, dit Alexander distraitement, son attention portée sur les dossiers étalés sur son bureau. Tandis qu'elle déposait le plateau,
elle aperçut une photographie parmi les papiers, une image floue de caméra de sécurité d'une femme en tenue de chirurgien. La résolution était trop faible pour distinguer clairement les traits, mais la taille et la corpulence correspondaient. Cela aurait pu être elle. Cela aurait pu être n'importe qui. Y aura-t-il autre chose, Monsieur Price? Non, merci. Mais alors qu'elle atteignait la porte, Marcus intervint. En fait, Mademoiselle Carter, répondit Maya. Mademoiselle Carter, vous travaillez ici depuis 6 mois, n'est-ce pas? Vous devez bien connaître les routines de la maison. Avez-vous remarqué quelqu'un d'inhabituel autour de la propriété? Des appels téléphoniques ou des livraisons étranges? Maya garda son expression neutre. Non, monsieur, rien d'inhabituel. Marcus l'étudia un instant, puis hocha la tête. Merci. Ce soir-là, il y eut un petit accident dans la cuisine. Thomas, l'un des nouveaux serveurs, laissa tomber un plateau de verre juste au moment où Alexander passait. Le bruit fut énorme, des éclats de verre volant partout. Sans réfléchir, Maya se jeta entre Alexander et l'explosion de verre, son corps le protégeant. « Êtes-vous blessé ?» demanda Alexander, ses mains sur ses épaules, vérifiant les blessures. « Je vais bien, dit Maya, bien qu'elle sente une piqûre à la paume de sa main où un éclat l'avait atteinte. « Vous saignez. » Il prit sa main, examinant la coupure avec une douceur surprenante. « Venez, nettoyons ça. » Il la conduisit à la petite station de premier secours près de la cuisine, ignorant ses protestations qu'elle pouvait se débrouiller seule. Alors qu'il nettoyait la plaie avec une précision minutieuse, Maya se retrouva à étudier son visage de près. Il y avait plus de rides qu'il y a 10 ans, des fils d'argent dans ses cheveux noirs. Mais sa concentration était la même intensité focalisée dont elle se souvenait. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-il doucement, appliquant de la pommade antibiotique. Me protéger ainsi. Instinct, dit Maya. L'instinct de la plupart des gens est de se protéger eux-mêmes. Je ne suis pas la plupart des gens. Il la regarda alors, leur visage proche dans le petit espace. Non, vous ne l'êtes pas, n'est-ce pas? Le moment s'étira entre eux, lourd de mots tus. Puis le téléphone d'Alexander sonna, rompant le sortilège. C'était de nouveau Marcus avec des nouvelles d'une autre piste, une autre possibilité. Alexander s'éloigna pour prendre l'appel, et Maya profita de l'occasion pour s'échapper. Dans le couloir, elle faillit entrer en collision avec Eleanor, qui observait depuis l'embrasure de la porte. C'était très héroïque, dit Eleanor, son ton moqueur. Presque comme si vous l'aviez déjà fait. Ce n'était que des réflexes, dit fermement Maya. Des réflexes intéressants pour une femme de ménage. Le sourire d'Eleanor était aiguisé. Vous savez, j'ai posé des questions sur vous. Chose amusante, personne ne semble savoir où vous avez travaillé avant ici. Vos références sont bonnes, mais les gens sont difficiles à retrouver. Presque comme s'ils n'existaient pas vraiment. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. Juste j'observe. Monsieur Price semble soudainement très attiré par vous. Ce doit être agréable d'avoir l'attention d'un milliardaire. Maya s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Soyez très prudente, Eleanor. Vous ne savez pas avec quoi vous jouez. C'est une menace? C'est un conseil. Laissez tomber. Mais les yeux d'Eleanor scintillaient d'un intérêt malveillant. Ou quoi? Vous me ferez disparaître comme votre historique d'emploi? Cette nuit-là, Maya prit une décision. Elle appela son contact depuis le téléphone jetable dans sa voiture. J'ai besoin d'une stratégie de sortie bientôt. Il y a un autre employé ici qui devient suspect. Et Victor y tourne autour des affaires d'Alexander. Enfin, vous retrouvez la raison. Je peux avoir de nouveaux documents prêts en 48 heures. Faites-le en 24. Quelque chose est sur le point de se produire ici. Je le sens. Le lendemain matin, Marcus arriva avec des nouvelles urgentes. Il avait rendez-vous avec quelqu'un qui prétendait avoir des informations sur la femme qu'Alexander cherchait. Le rendez-vous était fixé pour cet après-midi dans un café à Santa Monica. Ça pourrait être ça, dit Alexander à Patricia, annulant ses réunions de l'après-midi. Ça pourrait enfin être elle. Maya le regarda partir avec un mélange de soulagement et de tristesse inexplicable. Il courait après un autre fantôme,
une autre fausse piste. Mais au moins, cela le tiendrait occupé pendant qu'elle préparait sa sortie. Mais elle ne put résister à un dernier regard. Elle se rendit à Santa Monica, se gara en face du café où la réunion devait avoir lieu. Elle regarda Alexander arriver, l'espoir évident dans chaque ligne de son corps. Elle le regarda attendre, et elle le regarda s'effondrer lorsqu'une femme arriva, clairement une fraude, quelqu'un qui avait entendu parler de la récompense et pensait pouvoir escroquer un milliardaire désespéré. La femme ne dura pas plus de 5 minutes avant qu'Alexander ne se lève et ne sorte, les épaules raides de déception et de colère. Le cœur de Maya lui faisait mal pour lui, mais elle se força à partir. Elle avait sa propre évasion à planifier. La confrontation arriva plus tôt que Maya ne l'avait prévu. Elle arriva au travail le lendemain matin pour trouver Alexander l'attendant dans la cuisine, le bracelet en argent à la main. Eleanor se tenait à proximité, essayant et échouant à cacher un sourire triomphant. Maya. La voix d'Alexander était soigneusement contrôlée. Eleanor m'a signalé quelque chose d'intéressant. Ce bracelet. Elle dit qu'elle vous l'a vu porter hier. Maya garda son expression neutre même si son esprit s'emballait. Oui, monsieur. Il est à moi. Le plus intéressant, continua Alexander, tournant le bracelet dans ses mains, c'est que j'en ai acheté un exactement comme celui-ci au Maroc dans une petite boutique de la Médina. Le propriétaire a dit qu'il n'avait fabriqué que 3 de ce modèle particulier. C'est un style commun, monsieur Price. Vous pouvez trouver des pièces similaires sur les marchés aux puces. Ses yeux étaient fixés sur son visage. C'est ce que vous avez dit à Eleanor. Mais cette inscription ici, il désigna un minuscule script arabe sur la bande intérieure. Se traduit par jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Le commerçant m'a dit qu'il n'avait gravé cette phrase qu'une seule fois, à ma demande. La cuisine était silencieuse, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur. Eleanor observait avec une joie à peine dissimulée, tandis que Sarah et les autres membres du personnel échangeaient des regards confus. Où avez-vous vraiment eu ce bracelet, Maya? Maya releva le menton, soutenant son regard directement. Quelqu'un me l'a donné il y a longtemps. Qui? Quelqu'un qui a dit qu'il me retrouverait. La vérité, même s'il ne le réalisait pas. Alexander s'approcha, sa voix baissant. Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Avant que Maya ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom de Marcus Whitmore s'afficha à l'écran. Alexander répondit avec impatience. Pas maintenant, Marcus. Quoi? Tu es sûr? Elle est ici à Los Angeles. Le sang de Maya se glaça alors que les yeux d'Alexander se reportaient sur son visage, maintenant rempli d'une intensité différente. Je te rappellerai, dit-il à Marcus, mettant fin à l'appel sans quitter Maya des yeux. Tout le monde dehors maintenant. La cuisine se vida rapidement, bien qu'Eleanor s'attarda jusqu'à ce que les regards perçants d'Alexander la fassent déguerpir. Quand ils furent seuls, Alexander posa le bracelet sur le comptoir entre eux. Parlez-moi du Maroc. Je n'ai jamais été au Maroc, monsieur Price. Parlez-moi de la nuit sur le toit. La radio cassée, les hommes armés. Le souffle de Maya se coupa. Elle se força à rester immobile, à ne rien laisser transparaître. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y avait une allée, continua Alexander, s'approchant. Quelqu'un connaissait l'échelle du mur de soutènement. Quelqu'un m'a conduit en sécurité pendant que les balles volaient au-dessus. Quelqu'un qui a disparu dans la nuit et n'a jamais regardé en arrière. C'était vous, n'est-ce pas? Vous êtes Amara. Le nom resta suspendu dans l'air entre eux comme un défi. Maya soutint son regard un long moment, puis détourna délibérément les yeux. Je m'appelle Maya Carter. Je suis votre femme de ménage. Rien de plus. Ne me mentez pas. Les mots explosèrent de lui. Des mois de frustration et des années de recherche compressées dans cette seule exigence. Le fredonnement, le bracelet, la façon dont vous vous êtes jeté entre moi et Sévère hier. Vous avez fait la même chose au Maroc. N'avez-vous pas mis entre moi et le danger? Vous voyez ce que vous voulez voir. Alors expliquez-moi ça. Il claqua sa main sur le comptoir, les faisant tous les deux sursauter. 10 ans, Maya. J'ai passé 10 ans à vous chercher. 10 ans, Maya, ou Amara, ou quel que soit votre vrai nom. 35 millions de dollars.
Savez-vous ce que cet argent représentait? Il ne s'agissait pas seulement de vous trouver. Chaque enquêteur que j'ai embauché, chaque piste qu'ils ont suivie, tout menait à une seule chose, Victor Haye. Maya ne put s'empêcher de tressaillir involontairement à ce nom. Vous le connaissez, dit Alexander, le triomphe et l'horreur se mêlant dans sa voix. Vous fuyez. C'est pourquoi vous avez disparu. C'est pourquoi vous vous êtes caché. Vous ne comprenez pas. Alors expliquez-le-moi. Il frappa sa main sur le comptoir, les faisant tous les deux sursauter. 10 ans, Maya. J'ai passé 10 ans à me demander si vous étiez morte, si vous étiez blessée, si vous me détestiez pour une raison que je ne pouvais pas comprendre. Et tout ce temps, vous étiez ici dans ma maison, à me regarder vous chercher. La douleur dans sa voix brisa quelque chose en Maya. Elle s'enfonça dans une chaise, soudainement épuisée par le poids de sa tromperie. 6 mois, dit-elle doucement. Je ne suis ici que depuis 6 mois. Mais vous êtes elle. Vous êtes Amara. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée chez lui, elle le laissa vraiment la voir. Pas la femme de ménage, pas la domestique invisible, mais la femme qui lui avait sauvé la vie au Maroc. Amara était un nom de couverture, admit-elle. L'un des nombreux que j'ai utilisés au fil des ans. Alexander tira une chaise et s'assit en face d'elle, ses jambes semblant incapables de le soutenir plus longtemps. Pourquoi? Pourquoi vous cachez de moi? Je ne me cachais pas de vous. Je me cachais de ce que me trouvait apporterait à votre porte, Victor. Elle hocha la tête. J'étais un témoin. Une affaire fédérale, un réseau international de fraude et de trafic d'êtres humains qui utilisait des compagnies maritimes pour déplacer plus que de simples cargaisons. L'entreprise de Victor était au centre de tout ça. Et l'une de ses filiales avait des contrats avec vos fournisseurs. L'accord au Maroc, murmura Alexander. C'est pourquoi nous étions tous les deux là. Vous étiez là pour signer des contrats. J'étais là pour documenter les autres choses qui étaient transportées par les mêmes canaux. Quand l'opération a mal tourné, quand les hommes de Victor ont réalisé qu'il y avait un témoin fédéral en jeu, ils sont venus pour vous. Ils sont venus pour quiconque aurait pu voir quelque chose. Vous étiez un dommage collatéral au mauvais endroit au mauvais moment. Je ne pouvais pas les laisser tuer un homme innocent. Alors, vous m'avez sauvé, m'avez conduit en sécurité, puis vous avez disparu. Les agents du FBI m'ont clairement fait comprendre que toute personne avec qui j'aurais eu des contacts deviendrait une cible. Victor ne laisse jamais de détails en suspens, jamais. Alexander resta silencieux un instant, assimilant. Alors les 35 millions de dollars que j'ai dépensés à vous chercher. Vous étiez au courant. La voix de Maya était à peine audible. Je le savais. Et vous m'avez laissé faire. Il s'arrêta, la compréhension apparaissant sur son visage. Les recherches, les enquêtes, elles détournaient l'attention de Victor de vous. Chaque fois que vous embauchiez quelqu'un pour chercher Amara, les hommes de Victor suivaient les mêmes pistes. Tant qu'ils couraient après des ombres au Brésil, à Paris ou à Nairobi, ils ne cherchaient pas une femme de ménage à Los Angeles. Vous m'avez utilisé. J'ai survécu, corrigea Maya. Nous l'avons tous deux fait. C'est ce qui comptait. Ils restèrent silencieux un instant avant qu'Alexander ne demande « Pourquoi venir ici? Pourquoi travailler dans ma maison? Je ne l'avais pas prévu. Je déménage tous les quelques mois depuis des années, prenant tout travail que je peux trouver qui ne pose pas trop de questions. Quand j'ai vu que votre maison embauchait, quand j'ai réalisé que votre gouvernante en chef privilégiait la discrétion aux vérifications approfondies, cela a semblé sûr. Vous ne regardiez jamais vraiment le personnel. Je pensais pouvoir me cacher à la vue de tous. Mais j'ai commencé à regarder. Oui. Et c'est là que j'ai su que je devais partir. Alexander tendit la main vers le bracelet, le retournant dans ses mains. Vous l'avez gardé. Toutes ces années, vous l'avez gardé. Un moment de faiblesse, admit Maya. J'aurais dû le jeter. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. La voix d'Eleanor retentit soudain du couloir. Monsieur Price. Monsieur Whitmore est là. Il dit que c'est urgent. Marcus fit irruption dans la cuisine, son visage habituellement calme rougit d'excitation. Alexander. Je l'ai trouvée. La femme du Maroc. Elle a été. Il s'arrêta net, voyant Maya.
Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Mon Dieu. Bonjour, Marcus, dit Maya doucement. Vous avez bonne mine. Vous le connaissez? Demanda Alexander, regardant de l'un à l'autre. Nous nous sommes rencontrés une fois, dit lentement Marcus. Il y a des années à Tanger, la nuit avant que vous ne soyez attaqué. Elle posait des questions sur les manifestes d'expédition à l'autorité portuaire. J'enquêtais sur la fraude à l'assurance pour Lloyd of London. Vous ne l'avez pas reconnu? Tout ce temps? Marcus secoua la tête. Elle était différente à l'époque. Cheveux, vêtements, sa façon de se tenir. Elle jouait un tout autre rôle. De plus, on m'avait dit qu'elle était morte cette nuit-là. Les agents fédéraux l'avaient confirmé. Ils ont dit qu'elle avait été tuée dans la fusillade. Les agents ont menti, dit Maya. C'était le seul moyen de me protéger. Eleanor réapparut dans l'embrasure de la porte, cette fois avec son téléphone levé. C'est fascinant, mais je pense que Monsieur Hay serait très intéressé d'entendre parler de ces retrouvailles. Tout le monde se figea. Le sourire d'Eleanor était vicieux alors qu'elle agitait son téléphone, montrant une application d'enregistrement active. Eleanor. La voix d'Alexander était mortellement calme. Qu'avez-vous fait? J'ai assuré mon avenir, répondit-elle. Victor Hay offre 2 millions de dollars pour des informations sur le témoin fédéral qui a détruit ses opérations européennes. Je dirais que je les méritais, n'est-ce pas? Maya se déplaça plus vite que quiconque ne l'attendait. Elle se jeta sur le téléphone, mais Eleanor recula en riant. Trop tard. C'est déjà téléchargé sur le cloud. Même si vous supprimez cette copie, j'ai des sauvegardes. Monsieur Hay aura tout dans l'heure. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, dit Maya, sa voix creuse. Vous avez signé nos arrêts de mort à tous. Trop dramatique? J'ai rendu nous tous riches. Monsieur Hay veut juste parler. Victor Hay ne parle pas, dit Marcus sombrement. Il élimine les problèmes. Alexander sortit son téléphone. Nous devons appeler le FBI maintenant. Non, dit Maya sèchement. Au moment où cela deviendra officiel, Victor disparaîtra. Il a des contacts partout. Nous avons besoin d'eux. Les lumières s'éteignirent. Dans l'obscurité, ils entendirent le bruit de verre brisé à l'avant de la maison. Puis des pas. Plusieurs, se déplaçant avec une précision militaire. Ils sont déjà là, murmura Maya. Alexander attrapa sa main. La pièce sécurisée. Allez. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, la porte de la cuisine explosa vers l'intérieur. Des hommes en tenue tactique se ruèrent à l'intérieur, les viseurs laser créant une toile de points rouges sur leur poitrine. Personne ne bouge, dit une voix familière derrière les hommes armés. Victor Hay entra en scène, impeccablement vêtu comme toujours, son sourire froid et satisfait. Bonjour, Amara, ou devrais-je dire, Maya? Nous avons tant à rattraper. L'expression triomphante d'Eleanor s'estompa alors qu'un des hommes attrapait son téléphone et l'écrasait sous sa botte. Qu'est-ce que vous faites? Protesta-t-elle. Je vous ai aidé. Victor ne la regarda même pas. Oui, vous l'avez fait. Quel dommage pour vous. Les implications de ces mots firent leur chemin, et le visage d'Eleanor devint blanc. Elle avait cru jouer un jeu. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'entrer dans une guerre. 10 ans, dit Victor, son attention entièrement sur Maya. Tu m'as coûté 10 ans de reconstruction, des centaines de millions en perte de revenus, et plusieurs associés très précieux qui purgent maintenant des peines à perpétuité. Pensais-tu vraiment pouvoir te cacher pour toujours? Je ne me cachais pas, dit Maya, le menton levé. J'attendais. Quoi? Que vous deveniez négligent, confortable, trop confiant. Elle sourit, et c'était tranchant comme une lame. Que vous veniez ici, chez Alexander, où chaque pièce a des caméras de sécurité, où tout est enregistré et diffusé sur des serveurs hors site, où le FBI surveille depuis 3 mois, espérant que vous feriez exactement cette erreur. Le sourire de Victor vacilla. Au loin, il pouvait entendre des sirènes. Beaucoup de sirènes, se rapprochant. Vous mentez. Vraiment? Maya sortit un petit appareil de sa poche, un bouton de panique de témoin fédéral. Il était déjà activé.
Il l'était depuis le moment où Victor était entré dans la maison. Pensiez-vous vraiment que je resterais quelque part sans protection? Que je mettrais Alexander en danger sans plan de contingence? Les sirènes étaient plus fortes maintenant. Quelqu'un à l'extérieur cria à travers un mégaphone. C'est le FBI. La maison est encerclée. Sortez les mains visibles. Les hommes de Victor le regardèrent pour des ordres, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Maya. Ce n'est pas fini. Si, dit Maya doucement. Ça l'est. Le son des hélicoptères rejoignit les sirènes. Des lumières rouges et bleues inondèrent les fenêtres. Victor Haye, après 10 ans d'évasion de la justice, était enfin tombé dans un piège. Alexander se posta à côté de Maya, sa main trouvant la sienne. Vous avez planifié ça? Tout ça? Pas tout, admit elle, lui serrant la main. Je ne vous avais pas prévu. Pas au point de me soucier de ce qui vous arriverait. Ça a tout compliqué. Tant mieux, dit-il doucement. Les meilleures choses le font toujours. Alors que les agents fédéraux envahissaient la maison et que Victor était emmené menotté, Eleanor sanglotant alors qu'elle était arrêtée en tant que complice, Maya se permit de s'appuyer sur la présence solide d'Alexander. Pour la première fois en 10 ans, elle ne fuyait plus. Elle ne se cachait plus. Elle était chez elle. Le FBI avait évacué le manoir au coucher du soleil, laissant derrière lui des rubans jaunes et l'écho de questions auxquelles il faudrait répondre. Alexander trouva Maya dans son bureau, debout devant le portrait endommagé, ses doigts planant au-dessus de la toile lacérée sans la toucher. « Dis-moi ton vrai nom », dit-il doucement depuis l'embrasure de la porte. Elle ne se retourna pas. Après un long silence, elle répondit, « J'ai dû être plus d'une personne pour rester en vie. Maya est aussi réelle que n'importe quel nom que j'ai porté. Mais ce n'était pas le premier. » Non. Elle lui fit enfin face, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son corps. Ma mère m'a appelé Zara. Zara Williams. Mais cette fille est morte en foyer à l'âge de 15 ans. Chaque nom depuis lors a été une armure. Alexander entra dans la pièce, gardant une distance prudente, comme s'il approchait un animal blessé. La nuit au Maroc. Dis-moi ce qui s'est réellement passé. Maya se dirigea vers la fenêtre, regardant le Pacifique s'assombrir sous les nuages orageux. Vous vous souvenez du toit à Tanger, de la radio cassée dans la planque, du SUV sans marque qui est apparu de nulle part. Je me souviens avoir pensé que nous allions mourir. Vous auriez dû. Elle se tourna vers lui. Les hommes de Victor avaient l'ordre d'éliminer tout le monde dans ce bâtiment. Vous n'étiez jamais censé être là. Votre réunion avait été déplacée, mais personne ne vous l'avait dit. Quand les tirs ont commencé, j'ai eu un choix, me sauver ou sauver l'étranger qui était tombé sur une opération fédérale. Alors vous m'avez choisi. Je vous ai guidé vers cette allée avec l'échelle du mur de soutènement. Vous étiez si confiant, suivant un parfait inconnu sous les balles. Un sourire triste traversa son visage. Vous m'avez fourré ça dans la main. Elle sortit le bracelet de sa poche et dit, si nous survivons à ça, je vous retrouverai. Et puis vous avez disparu. Mes agents étaient furieux. J'avais compromis l'opération en sauvant un civil. Ils m'ont immédiatement relocalisé, on dit à tout le monde que j'étais morte dans la fusillade. C'était plus simple ainsi. Alexander s'approcha, sa voix rauque d'émotion. Avez-vous une idée de ce que cela m'a fait? Savoir que quelqu'un est mort en me sauvant. Je ne suis pas morte. J'ai juste cessé d'exister d'une manière qui comptait. Les 35 millions de dollars que j'ai dépensés à chercher. Vous ne cherchiez pas seulement, Alexander. La voix de Maya devint plus dure. Chaque demande que vous avez faite, chaque enquêteur que vous avez embauché, ils ont attiré l'attention de Victor. Votre recherche est devenue mon bouclier. Tant que ces hommes couraient après de fausses pistes au Brésil et à Paris, ils ne cherchaient pas une femme qui se cachait à la vue de tous. Vous avez utilisé mon obsession pour vous protéger. Oui. Elle soutint son regard sans broncher. Je surveillais chaque recherche, chaque piste. Quand vous vous rapprochiez trop de quelque chose de réel, je plantais de fausses informations pour vous envoyer dans une autre direction. Cette femme à Chicago? Je l'ai payée pour qu'elle soit vue portant un foulard similaire. L'employé de l'hôpital à Sacramento? Une autre diversion. La mâchoire d'Alexander se serra. Vous me manipulez depuis des années.
Je survis. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Parce que de là où je suis, vous me regardiez me déchirer, vous cherchant, tandis que vous déplaciez les pièces comme un jeu d'échecs. Vous voulez parler de jeu? La contenance de Maya craqua enfin. Parlons du milliardaire qui n'a jamais une seule fois regardé sa femme de ménage avant qu'elle ne devienne un mystère à résoudre. 6 mois, Alexander. 6 mois j'ai nettoyé votre maison, servi vos repas, organisé votre vie, et vous m'avez regardé comme si j'étais un meuble. Il tressaillit. Ce n'est pas. C'est exactement vrai. La seule raison pour laquelle vous me voyez maintenant, c'est parce que je suis le fantôme que vous avez poursuivi. Si j'avais juste été Maya Carter, juste votre femme de ménage, m'auriez-vous déjà vraiment vu? La question resta suspendue entre eux, lourde de vérités inconfortables. Alexander se dirigea vers son bureau, sortant un dossier que Marcus avait laissé. Victor a utilisé des sociétés écrans pour acheminer de l'argent via mes fournisseurs. Certains de ces contrats remontent à des années. Vous étiez au courant? Je le soupçonnais. C'est pourquoi je suis finalement venu ici. Je devais m'approcher suffisamment pour recueillir des preuves sans éveiller les soupçons. Alors, travailler ici, me rapprocher de moi, tout cela faisait partie d'une opération fédérale? Non. La voix de Maya s'adoucit. Le FBI ne savait pas que j'étais ici. Il pensait que j'étais à Portland sous une autre identité. Venir ici, c'était mon choix. Quoi? Elle resta silencieuse un instant. Parce qu'après 10 ans de fuite, j'étais fatigué. Et parce qu'une partie de moi. Elle s'arrêta, secouant la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça en a pour moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Alexander vibra. Le nom de Patricia apparut avec un message urgent, réunion d'urgence du conseil dans 20 minutes. La nouvelle est tombée. Tout s'écroule. Il regarda Maya. Cette conversation n'est pas terminée. Si, dit-elle doucement. Elle l'est. Victor est arrêté. Mon travail est terminé. Il n'y a aucune raison pour moi de rester. Aucune raison. Alexander la regarda incrédule. Après tout ça? Surtout après tout ça. Elle se dirigea vers la porte. Votre conseil vous attend. Vous devriez y aller. La salle du conseil était dans le chaos quand Alexander arriva. La nouvelle de l'arrestation de Victor Ayo Price mention était déjà en tendance sur les réseaux sociaux, et le cours de l'entreprise avait chuté de 12% après les heures de trading. C'est un désastre, déclara Richard Steinberg, le visage rouge de colère. Des agents fédéraux qui perquisitionnent la maison de notre PDG. Notre lien avec un criminel international. Il n'y a aucun lien, dit Alexander fermement. Victor a infiltré notre chaîne d'approvisionnement à notre insu. Nous sommes des victimes, pas des complices. Le marché ne se soucie pas des distinctions, interjeta un autre membre du conseil. Les gros titres sont dévastateurs, l'obsession secrète du milliardaire mène à la chute d'un criminel, Price Industries lié à un réseau de trafic. Nous avons besoin d'un contrôle des dommages immédiats. Ce dont nous avons besoin, dit Alexander, sa voix coupant la panique, c'est de transparence. Coopération totale avec les enquêteurs fédéraux, audit complet de tous les contrats fournisseurs. Et surtout, nous devons protéger le témoin qui a tout risqué pour dénoncer ça. La femme de ménage? Le ton de Richard était dédaigneux. Elle est le problème du FBI maintenant. Elle s'appelle Maya Carter, et elle est sous ma protection. Votre protection? Richard rit amèrement. Vous avez dépensé 35 millions de dollars de votre propre argent à la poursuite de cette femme, et maintenant elle a amené un empire criminel à notre porte. S'il y a quoi que ce soit, nous devrions discuter de votre aptitude à continuer en tant que PDG. La pièce devint silencieuse. Alexander regarda autour de la table des gens avec qui il avait travaillé pendant des années, construit un empire, et vit le calcul dans leurs yeux. Alors discutons-en, dit-il d'un ton égal. Mais comprenez ceci, si je pars, j'emporte mes brevets avec moi. Chaque innovation, chaque percée qui a bâti cette entreprise est sortie de mon esprit. Les contrats sont clairs sur ce point. Vous n'oseriez pas. Mettez-moi au défi. Son téléphone sonna. Le nom de Marcus Whitmore apparut à l'écran.
Alexander, nous avons un problème. Quelqu'un a divulgué l'emplacement de Maya à la presse. Il y a des camions de presse qui arrivent au manoir. Et pire, l'avocat de Victor prétend à un piège, disant que Maya a illégalement recueilli des preuves. Si cela est rejeté pour un vice de forme. Alexander se leva. Réunion ajournée. Nous nous retrouverons demain. Il quitta la salle du conseil dans un silence stupéfait et se précipita vers le manoir. L'allée était déjà engorgée de camions de presse, des journalistes criant des questions alors que sa voiture se frayait un chemin. À l'intérieur, il trouva Maya dans sa petite chambre près de la cuisine, emballant rapidement ses quelques affaires. « Vous ne pouvez pas partir, dit-il. »« Ce n'est pas sûr. »« Ce n'est jamais sûr, » répondit-elle, sans le regarder. « C'est le but. Je reste trop longtemps au même endroit, les gens sont blessés. Les gens sont déjà blessés. Vous êtes déjà exposé. Partir maintenant ne changera rien. » Elle ferma son sac. « Peut-être pas, mais rester ne fera qu'empirer les choses pour nous deux. Je me fiche du pire. Vous devriez. » Elle le regarda enfin dans les yeux. « Votre conseil veut vous virer. Votre action s'effondre. Votre réputation. Ma réputation a été bâtie sur un mensonge. » Sa voix était rauque. « Tout ce que j'ai accompli après le Maroc, chaque succès, c'était parce que vous m'avez sauvé la vie. Et je ne connaissais même pas votre vrai nom. Vous ne me devez rien. Je vous dois tout. » Ils se regardèrent à travers la petite pièce. Des années de recherche et de dissimulation compressées dans ce moment. Un coup frappa. L'agent spécial du FBI Diana Foster se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression sombre. « Mademoiselle Carter, nous devons vous emmener dans une planque. L'avocat de Victor est bon. Trop bon. Il y a une chance qu'il obtienne une libération sous caution, et s'il le fait, il viendra me chercher, » termina Maya. « Je sais. Pas seulement vous. » Le regard de l'agent Foster inclut Alexander. « Quiconque est lié à vous est une cible potentielle. Monsieur Price, nous vous recommandons d'envisager également une protection. »« Je ne me cache pas, » dit Alexander fermement. « Alors vous êtes un fou, » dit Maya sèchement. « Victor ne pardonne pas et n'oublie pas. Vous êtes sur sa liste maintenant juste pour m'avoir aidé. Alors nous l'affronterons ensemble. Ce n'est pas un film, Alexander. Il n'y a pas de fin héroïque ou le. » Les lumières s'éteignirent. Tout le monde se figea. Dans l'obscurité, ils entendirent le générateur se mettre en marche, l'éclairage de secours projetant des ombres étranges. La radio de l'agent Foster grésilla. Violation du périmètre. Coin sud-est. Plusieurs sujets en approche. Il a été libéré sous caution, dit Foster sombrement. D'une manière ou d'une autre, Victor a été libéré sous caution. Le compromis de la planque dura exactement 3 heures. Maya était assise dans une installation anonyme du FBI à Riverside, regardant les nouvelles sur son téléphone pendant que l'agent Foster coordonnait avec son équipe. Alexander avait refusé la protection, retournant à son manoir malgré les protestations de Maya. Les gros titres étaient brutaux, l'obsession du milliardaire exposé, la femme de ménage qui n'en était pas une, le cours de Price Industries chute au milieu d'une enquête criminelle, du manoir à la chasse à l'homme, la femme qui valait 35 millions de dollars. Puis vint le billet de blog qui changea tout. FinanceGossip.com publia une exclusivité, le milliardaire Price piégé par un piège à miel de sa femme de ménage. Des sources affirment que le témoin fédéral a planté des preuves. L'article utilisait un enregistrement audio soigneusement édité, les enregistrements d'Eleanor, d'une manière ou d'une autre, récupérés et manipulés pour faire croire que Maya avait tout orchestré pour l'argent. Le téléphone de Maya sonna. La voix d'Alexander était tendue. « Avez-vous vu ? » ?»« J'ai vu. Le conseil a voté en urgence. Ils essaient de me forcer à partir. Le cours a encore chuté de 20% à l'ouverture du marché. Alexander, je suis désolé. Non. Juste non. Nous devons arranger ça. Il n'y a pas d'arrangement possible. C'est ce que fait Victor. Il détruit tout autour de ses cibles jusqu'à ce qu'elle n'ait plus nulle part où fuir. Une agitation à l'extérieur fit lever les yeux à Maya. Par la fenêtre, elle pouvait voir des agents du FBI courir, les radios grésillant de discussions urgentes.
Foster entra précipitamment dans la pièce. Le manoir a été touché. Violation de la sécurité. Quelqu'un est entré par effraction. Le sang de Maya se glaça. Alexander, il est en sécurité. La sécurité l'a conduit à la pièce sécurisée. Mais Maya, ils ont tout détruit. Son bureau, le portrait, tous ses dossiers personnels, et ils ont laissé un message. Foster brandit son téléphone, montrant une photo de la scène, écrite en peinture rouge sur le sol en marbre du manoir, « Tu m'as coûté 10 ans. Tu paieras avec tout. » « Nous devons vous déplacer, » dit Foster avec urgence. S'ils ont frappé le manoir, ils savent. La fenêtre explosa. Maya tomba au sol alors que des éclats de verre pleuvaient dans la pièce. Des grenades fumigènes suivirent, remplissant l'espace de nuages gris épais. Elle entendit Foster crier, appeler des renforts, mais les mots se perdirent dans le chaos. Des mains fortes l'attrapèrent, la traînant vers la porte. Pas le FBI. Elle connaissait la prise, l'efficacité. Les hommes de Victor. Elle se débattit, assenant un coup de coude qui arracha un grognement de douleur. Mais ils étaient trop nombreux. Puis soudain, les mains la relâchèrent. À travers la fumée, elle vit Alexander brandir un extincteur comme une massue. Il était venu pour elle, contre toute raison, contre toute sécurité. « Bougez !» cria-t-il, la tirant vers la sortie. Ils coururent dans les couloirs de l'installation, les lumières d'urgence clignotant, les agents convergeant de toutes les directions. Derrière eux, elle pouvait entendre la poursuite. Des bottes sur le linoléum, des ordres aboyés en plusieurs langues. Un SUV noir freina en crissant à la sortie, Marcus Whitmore au volant. « Montez !» Ils plongèrent dans le véhicule alors que des balles étincelaient sur l'extérieur blindé. Marcus accéléra à fond, les pneus hurlant alors qu'il s'éloignait de l'installation. « Comment as-tu » commença Maya. « Alexander m'a appelé quand le manoir a été touché, » dit Marcus, prenant un virage à une vitesse dangereuse. « Il a dit que si Victor passait à l'action, tu serais la prochaine. » Il semble qu'il avait raison. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit Maya à Alexander. « Maintenant, vous êtes tous les deux des cibles. »« Nous l'étions déjà, » dit Alexander sombrement. « Au moment où Victor a su que j'étais lié à vous, nous étions tous morts à moins de l'arrêter. » Son téléphone sonna. La voix paniquée de Patricia remplit la voiture via Bluetooth. « Monsieur Price, le conseil, ils ont convoqué une conférence de presse. Ils annoncent votre renvoi en tant que PDG, avec effet immédiat. Ils disent que vous avez mis l'entreprise en danger avec votre vendetta personnelle. »« Laissez-les faire, » dit Alexander. « Patricia, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Dans mon coffre-fort personnel, combinaison 15 mars 78, il y a un dossier rouge. Apportez-le au FBI. Ne laissez personne d'autre le voir. Il contient toutes les transactions suspectes que j'ai signalées au fil des ans. Des choses qui ne collaient pas, mais je ne pouvais pas prouver. Si Victor a infiltré notre entreprise, ce dossier montre comment. » Marcus prit un autre virage serré, vérifiant constamment les rétroviseurs. « Nous avons une filature. 2 voitures, peut-être 3. Où allons-nous » demanda Maya. « Le seul endroit où Victor ne s'attendra pas, » dit Alexander. « Nous allons nous rendre publics. Complètement, totalement publics. » 20 minutes plus tard, ils arrivèrent à la station de télévision locale. Des journalistes étaient déjà rassemblés, ayant été prévenus par l'appel d'urgence d'Alexander. Alors qu'ils sortaient du SUV, les caméras se braquèrent immédiatement sur eux. « Monsieur Price, est-il vrai que vous avez été démis de vos fonctions de PDG ? Mademoiselle Carter, êtes-vous vraiment un témoin fédéral ? Quel est votre lien avec Victor Hay ?» Alexander leva la main pour obtenir le silence. Lorsque la foule se calma, il parla clairement et directement. « Je m'appelle Alexander Price. Il y a 10 ans, cette femme m'a sauvé la vie au Maroc lors d'une attaque terroriste. J'ai passé les décennies depuis et 35 millions de dollars à essayer de la retrouver, à la remercier. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était un témoin fédéral en fuite, et que l'attaque au Maroc était en fait une tentative de faire taire son témoignage contre Victor Hay. » Les journalistes éclatèrent de questions, mais Alexander continua, « Victor Hay a infiltré plusieurs entreprises, dont la mienne,
pour blanchir de l'argent provenant d'opérations de trafic d'êtres humains. Le FBI a les preuves, mais en ce moment, il essaie de faire taire les témoins avant le procès. Il a détruit ma maison, attaqué des agents fédéraux et tenté d'enlever Mademoiselle Carter. Nous sommes ici en public parce que la visibilité est notre seule protection. Admettez-vous avoir hébergé un témoin fédéral? Cria un journaliste. J'admets avoir embauché une femme de ménage nommée Maya Carter il y a 6 mois. Je n'avais aucune connaissance de son passé jusqu'à hier, lorsque les hommes de Victor High ont envahi ma maison. Maya s'avança. Je m'appelle Maya Carter, anciennement Zara Williams. J'ai été témoin des crimes de Victor High il y a 10 ans et je me suis caché depuis. Le FBI peut confirmer mon statut de témoin protégé. Ce que M. Price a dépensé pour me chercher, 35 millions de dollars, cet argent m'a involontairement protégé en déroutant les efforts de recherche de Victor. M. Price est une victime dans cette affaire, pas un conspirateur. Un journaliste s'avança. Mademoiselle Carter, pourquoi avez-vous choisi de travailler chez M. Price? Maya jeta un coup d'œil à Alexander, puis de nouveau aux caméras. Parce qu'après 10 ans de fuite, je voulais arrêter d'être un fantôme. Je voulais m'assurer que l'homme dont la vie a été détruite à cause de moi allait bien. Je n'avais pas l'intention que tout cela arrive. Monsieur Price, votre conseil d'administration vous a démis de vos fonctions de PDG. Quelle est votre réponse? Ma réponse est que je préférerais tout perdre plutôt que de laisser Victor High gagner. Le conseil peut avoir l'entreprise, mais il ne peut pas avoir mon silence. Soudain, des téléphones dans la foule commencèrent à vibrer. Des alertes d'information de dernière minute. Un journaliste leva les yeux, choqué. Victor High a été de nouveau arrêté. Les procureurs fédéraux ont déposé de nouvelles accusations basées sur des preuves de vos dossiers personnels, Monsieur Price. Alexander sourit d'un air sombre. Patricia est rapide. La foule déferla avec plus de questions, mais les véhicules du FBI arrivaient déjà. L'agent Foster sortit, l'air hagard mais soulagé. Mademoiselle Carter, Monsieur Price, nous devons vous emmener tous les deux dans des lieux sécurisés. Victor a été arrêté, mais son réseau est toujours actif. Alors qu'ils étaient conduits vers des véhicules séparés, Maya attrapa le bras d'Alexander. Vous avez tout abandonné? Votre entreprise, votre réputation? Non, dit-il fermement. J'ai abandonné des illusions. L'entreprise était bâtie sur des fondations compromises si Victor pouvait l'infiltrer si facilement. Et ma réputation? Elle était basée sur un mensonge selon lequel j'étais un génie autodidacte qui avait survécu par ses propres moyens. La vérité est que j'ai survécu parce qu'une femme courageuse m'a sauvé. Il est temps que tout le monde le sache. Le conseil vous détruira. Qu'ils essaient. Je détiens toujours les brevets. Je peux reconstruire, mieux cette fois. Plus propre. L'agent Foster l'interrompit. Nous devons y aller maintenant. Alors que Maya était guidée vers un véhicule et Alexander vers un autre, il cria, ce n'est pas fini. Non, acquiesça-t-elle doucement. Ça ne l'est pas. Le cycle d'actualité explosa. Tous les grands médias couvraient l'histoire du milliardaire qui avait tout donné pour protéger un témoin. Les réseaux financiers analysaient l'effondrement des actions de Price Industries, tandis que les journalistes d'investigation creusaient le réseau de Victor High. Mais l'angle humain dominait, la recherche de 10 ans, l'identité cachée, la réunion dramatique. Eleanor Hartley, en détention fédérale, tenta de négocier un accord en révélant qu'elle avait été payée par Victor pour espionner la maisonnée pendant des mois. Son témoignage confirma involontairement l'histoire de Maya, détruisant la défense d'entrave de Victor. Cette nuit-là, dans des planques séparées du FBI, Maya et Alexander regardaient la couverture médiatique. Les médias l'appelaient l'histoire de l'année. Des éditeurs les contactaient déjà pour des contrats de livres. Des producteurs hollywoodiens rôdaient. Mais dans sa chambre temporaire, Maya ne pensait ni à la célébrité ni à l'argent. Elle pensait au visage d'Alexander quand il avait réalisé qu'elle avait manipulé sa recherche depuis le début. La douleur sous la compréhension, la trahison mêlée de soulagement. Elle sortit le bracelet, passant ses doigts sur l'inscription arabe. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Ils s'étaient retrouvés. Mais à quel prix? Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Elle se tendit, puis se détendit en lisant.
Le portrait peut être restauré. Les lacérations n'étaient pas aussi profondes qu'elles en avaient l'air. Je voulais que vous le sachiez. Répondit-elle. Certains dégâts ne peuvent pas être réparés. La réponse fut immédiate. Non, mais ils peuvent être transformés en quelque chose de plus honnête. Avec les cicatrices et tout. Pendant ce temps, Alexander se tenait à la fenêtre de sa planque, regardant les lumières de la ville. Son téléphone affichait des appels manqués de membres du conseil d'administration, d'anciens amis, d'associés, se distançant du scandale. Le cours de Price Industries s'était stabilisé, mais à la moitié de sa valeur antérieure. Sa destitution en tant que PDG était officielle. Marcus Whitmore était assis en face de lui, examinant les évaluations des dommages. Vous pourriez vous battre, dit Marcus. L'action du conseil pourrait ne pas tenir devant les tribunaux. Non, ils ont raison. J'ai perdu le cap. J'ai mis l'entreprise en danger. Vous avez sauvé la vie d'une femme. J'ai essayé. Elle était assez bonne pour se sauver elle-même. Le sourire d'Alexander était contrit. Toutes ces années de recherche, et elle se débrouillait très bien sans moi. Vraiment? Parce que d'après ce que j'ai vu, elle est venue chez vous. Elle est restée alors qu'elle aurait pu fuir. Ça veut dire quelque chose. Le téléphone d'Alexander vibra. Mise à jour du FBI. La libération sous caution de Victor avait été révoquée sur la base des nouvelles preuves. Il resterait en détention jusqu'au procès. Le danger immédiat était passé, mais l'avenir restait incertain. Alexander avait perdu son entreprise. Sa réputation était en lambeaux, et la femme qu'il avait cherchée était toujours plus un fantôme qu'une réalité. Pourtant, pour la première fois en 10 ans, il ressentit quelque chose comme la paix. La recherche était terminée. Maintenant venait la partie la plus difficile, comprendre ce qui allait suivre. La conférence de presse qu'Alexander tint 3 semaines après l'arrestation de Victor fut différente de tout ce que les médias financiers avaient vu. Debout dans une modeste salle de conférence louée plutôt que dans le rutilant conseil d'administration de Price Industries, il fit face aux caméras sans équipe de relations publiques, sans discours préparé, sans l'armure du jargon corporatif. J'ai bâti un empire sur un mensonge, commença-t-il, sa voix stable mais rauque. Pas un mensonge par commission, mais par omission. Pendant 10 ans, je me suis présenté comme une réussite autodidacte. Un entrepreneur brillant qui a survécu à une attaque terroriste grâce à sa propre ingéniosité. La vérité est que j'ai survécu parce qu'une femme que je ne connaissais pas a risqué sa vie pour sauver la mienne. Et puis j'ai passé la décennie suivante à ne pas voir les gens autour de moi qui ont rendu mon succès possible. Les journalistes étaient silencieux, sentant que quelque chose de sans précédent se produisait. J'ai découvert que mon entreprise a été infiltrée par des éléments criminels parce que j'étais trop obsédé par ma propre quête pour le remarquer. J'ai ignoré la fraude qui se déroulait sous mon nez parce que je dépensais 35 millions de dollars à courir après un fantôme. Mais plus que cela, je l'ai ignoré parce que je n'ai jamais vraiment regardé les gens qui travaillaient pour moi. Ils étaient invisibles à mes yeux. Le personnel de nettoyage, les chauffeurs, les assistants qui faisaient en sorte que ma vie tourne rond. Je les voyais comme des fonctions, pas des personnes. Il fit une pause, regardant directement la caméra principale. La femme que je cherchais était dans ma maison pendant 6 mois. Elle nettoyait ma maison, servait mes repas, organisait ma vie, et je la regardais comme si elle était un meuble. Il a fallu une crise pour que je la voie enfin, que je la voie vraiment. Et si j'ai pu ignorer quelqu'un d'aussi important alors qu'elle était juste devant moi, à quoi d'autre j'étais aveugle? Une journaliste leva la main. Monsieur Price, assumez-vous la responsabilité de l'infiltration criminelle de votre entreprise? J'assume la responsabilité d'avoir créé une culture où détourner le regard était plus facile que regarder de près. Où d'énormes signaux d'alarme ont été ignorés parce que les chiffres semblaient bons. Où des gens comme Victor y pouvaient opérer parce que nous valorisions les profits au-dessus des principes. Et Price Industries? Le conseil dit que vous essayez de saboter l'entreprise par vengeance. Le conseil se trompe. J'ai fourni aux enquêteurs fédéraux un accès complet à tous les dossiers, y compris mes dossiers privés documentant les transactions suspectes remontant à des années. Si cela nuit à la valeur de l'entreprise, qu'il en soit ainsi. La vérité est plus importante que les cours boursiers. Et mademoiselle Carter, quelle est votre relation avec elle maintenant? Le masque serein d'Alexander vacilla légèrement. Ce n'est pas à moi de le définir.
J'ai passé 10 ans à chercher quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Maintenant, je dois apprendre à voir la personne qui est réellement là, pas le fantasme que j'ai créé. Après la conférence, Alexander se rendit dans un petit centre communautaire à Englewood où Maya faisait du bénévolat en attendant le procès. Il la trouva en train d'enseigner l'informatique à un groupe d'adolescents, dont une élève en particulier attira son attention, une jeune fille noire nommée Harry aux yeux intelligents et à une prudence attentive qui lui rappelait Maya. Maya le vit dans l'embrasure de la porte mais continua sa leçon, professionnelle et concentrée. Ce n'est qu'après que les élèves eurent défilé qu'elle le reconnut. C'était une belle conférence de presse, dit-elle en éteignant les ordinateurs. Chaque mot était vrai. Je sais. C'est ce qui la rend dangereuse. Elle se tourna vers lui. Vous venez de peindre une cible sur votre dos. Chaque employé qui se sent lésé. Chaque concurrent qui veut en profiter, ils viendront après vous maintenant. Laissez-les. Je suis fatigué de me cacher derrière des boucliers corporatifs. Harry réapparut dans l'embrasure de la porte, son sac à dos sur une épaule. Mademoiselle Maya, j'ai oublié mon. Elle remarqua Alexander, son expression devenant méfiante. Harry, c'est Monsieur Price, les présenta Maya avec prudence. Alexander, c'est Harry. Elle est mon élève depuis 2 ans. 2 ans? Alexander les regarda. Mais vous n'êtes à la que depuis. Je suis à la depuis 3 ans, corrigea Maya. Je n'ai travaillé pour vous que 6 mois. Harry est avec moi à travers plusieurs déménagements. La compréhension éclaira le visage d'Alexander. Cette adolescente faisait partie de la vie cachée de Maya. Quelqu'un qu'elle protégeait même en se protégeant elle-même. Êtes-vous l'homme qu'elle cachait, ou celui qu'elle essaie de sauver? Demanda Harry sans détour, étudiant Alexander avec une intensité troublante. Les deux? Répondit Alexander honnêtement. J'essaie d'être le second. Harry regarda Maya, qui hocha légèrement la tête. Une communication silencieuse passa entre elles avant qu'Harry ne prenne son cahier oublié et ne parte. Vous vous occupiez d'elle, dit Alexander. Ce n'était pas une question. Elle est sortie du système de placement familial sans nulle part où aller. Elle m'a rappelé moi-même à cet âge. La voix de Maya s'adoucit. Je ne pouvais pas sauver tout le monde, mais je pouvais la sauver. Pendant que vous fuyiez Victor, pendant que vous vous cachiez du FBI, pendant que vous travailliez comme ma femme de ménage. Nous avons tous nos priorités. Le téléphone d'Alexander vibra. Le SMS de Patricia était urgent, injonction du conseil déposé. Ils essaient de geler vos droits de brevet. Besoin de vous ici maintenant. Il montra le message à Maya. Je dois y aller. Bien sûr. Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, juste de la résignation. Venez avec moi, Alexander. Pas comme ma femme de ménage. Pas comme un témoin. Venez juste avec moi. Laissez-moi vous montrer qui j'essaie de devenir. Elle hésita, puis attrapa sa veste. 1 heure, c'est tout. La salle du conseil de Price Industries était un champ de bataille quand ils arrivèrent. Richard Steinberg menait la charge, soutenu par une phalange d'avocats. Vous ne pouvez pas transférer les droits de brevet à un trust sans l'approbation du conseil, déclara Richard. Nous nous battrons devant les tribunaux pendant des années si nécessaire. Alors vous perdrez, dit calmement Alexander. Mon contrat est clair. Les innovations personnelles restent ma propriété intellectuelle, et je ne les transfère pas à n'importe quel trust. Il afficha des documents sur l'écran de la salle de conférence. La Fondation Price pour la protection des témoins et le soutien aux victimes, financée avec 35 millions de dollars, le montant exact que j'ai dépensé pour chercher Maya. Les brevets généreront des frais de licence qui financeront la protection de personnes comme elle, l'éducation d'enfants comme Harry, et le soutien aux familles détruites par des criminels comme Victor Hay. C'est insensé. Protesta un autre membre du conseil. Vous donnez des milliards de revenus futurs. Non, je les investis dans quelque chose qui compte. Price Industries peut concéder les brevets sous licence à un taux de marché équitable, mais les profits iront aux personnes qui ont besoin de protection, pas aux actionnaires déjà riches. Et vous? Demanda Richard. Qu'est-ce que vous y gagnez? Alexander jeta un coup d'œil à Maya, qui observait depuis l'embrasure de la porte. Je peux dormir la nuit en sachant que je vois enfin clairement. La pièce éclata en dispute,
mais Alexander sortit, laissant ses avocats s'occuper des détails. Dans le couloir, Maya l'attendait. 35 millions de dollars, dit-elle doucement. Vous donnez vraiment tout? Ce n'était jamais à moi. Je l'ai dépensé pour vous trouver. Il semble juste qu'il serve à protéger les autres comme vous. Et si je refuse cette responsabilité? Alors je respecterai ça. Mais je garderai l'offre ouverte. Maya se leva, époussetant ses vêtements. J'ai besoin de temps pour savoir qui je suis quand je ne fuis pas. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je serai là. 6 semaines plus tard, le manoir avait été vendu pour couvrir les frais juridiques et les règlements. Alexander vivait maintenant dans un modeste appartement à Marina del Rey, sa vie réduite à l'essentiel. Il rencontrait des investisseurs potentiels pour sa nouvelle entreprise, une société de sécurité axée sur la protection des témoins et des populations vulnérables, lorsque Maya entra. Elle semblait différente. Non pas déguisée ou cachée, mais réellement détendue. Ses cheveux étaient coiffés différemment. Elle portait des vêtements qui correspondaient à sa personnalité plutôt qu'à un rôle. Et surtout, elle se déplaçait comme quelqu'un qui n'attendait plus le danger à chaque coin de rue. « Est-ce que je dérange ?» demanda-t-elle. Les investisseurs semblèrent curieux, mais Alexander se leva immédiatement. « Messieurs, pouvons-nous reporter ? Quelque chose d'important vient de se présenter. » Après leur départ, l'air confus mais intrigué, Alexander se tourna vers Maya. « Tu as bonne mine, dit-il simplement. Je me sens bien. Libre. C'est étrange. » Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la marina. « J'ai réfléchi à votre offre, et je veux l'accepter, mais avec des conditions. Nommez-les. Premièrement, je ne suis pas votre employé. Si nous faisons ça, nous sommes partenaires. Part égale. Voix égale. D'accord. Deuxièmement, la fondation fonctionne en parallèle de l'entreprise. Les bénéfices de la société de sécurité financent le travail de la fondation. Déjà dans le plan d'affaires. Troisièmement, elle se tourna vers lui, nous gardons les choses professionnelles. Quoi que ce soit entre nous, cela ne peut pas interférer avec le travail. Alexander s'approcha. Et si ça n'interfère pas, alors nous verrons où cela nous mène. Lentement, honnêtement, sans plus de secrets. Plus de secrets. Il acquiesça. Ils se serrèrent la main, de manière formelle et professionnelle, mais se tinrent un instant plus longtemps que nécessaire. La nouvelle de leur partenariat déclencha une nouvelle frénésie médiatique, mais cette fois-ci, ils y firent face ensemble. La photo devenue virale les montrait lors du premier grand événement de collecte de fonds de la fondation, non pas comme le milliardaire et la femme de ménage, mais comme deux égaux travaillant vers quelque chose de significatif. Richard Steinberg y assista, étonnamment, les approchant pendant le cocktail. « Je vous dois des excuses, dit-il avec raideur. L'audit forensique de Price Industries a révélé l'ampleur de l'infiltration de Victor. Si vous ne l'aviez pas dénoncé, nous aurions été complices de blanchiment d'argent dans les 2 ans. » L'entreprise ? Demanda Alexander. Elle survit à la restructuration. Nous avons mis en œuvre toutes les mesures de transparence que vous avez recommandées. Richard marqua une pause. Le conseil voulait me demander. Envisageriez-vous de revenir en tant que consultant ? Alexander regarda Maya, qui fit un signe de tête presque imperceptible. Envoyez-moi les termes. Nous les examinerons. Attendez. Mademoiselle Carter et moi sommes partenaires maintenant. Toute décision nous implique tous les deux. La surprise de Richard était évidente, mais il se reprit rapidement. Bien sûr. Je ferai en sorte que le service juridique vous envoie la proposition. Alors que Richard s'éloignait, Maya sourit. Ça a dû être satisfaisant. Moins que prévu. Il s'avère que la vengeance n'est pas aussi douce que la rédemption. Le premier grand succès de la fondation arriva 3 mois plus tard. Un témoin dans une autre affaire de trafic, terrifié et seul, se vit offrir un logement sûr, un soutien juridique et une formation professionnelle. La femme, Teresa, envoya une note de remerciement manuscrite que Maya encadra et accrocha dans leur bureau. C'est ce qui compte, dit-elle en touchant le cadre. Pas l'argent ou la reconnaissance. Ça, je le sais, dit Alexander, et elle comprit qu'il le pensait sincèrement. Leur relation évolua lentement, prudemment.
Les réunions autour d'un café devinrent des déjeuners, les déjeuners des dîners, et finalement les dîners des petits déjeuners. Mais ils ne se précipitèrent jamais, ne dépassèrent jamais ce qui semblait naturel et juste. Un an après la condamnation de Victor, il se tenait dans l'ancien bureau d'Alexander au manoir, maintenant propriété d'un entrepreneur technologique qui les avait invités à voir quelque chose. Le portrait restauré était accroché au mur, mais il avait été transformé. L'artiste avait incorporé les lacérations dans l'œuvre, les transformant en rayons de lumière qui semblaient illuminer le visage du sujet. « C'est magnifique », dit Maya doucement. « C'est honnête », corrigea Alexander. « Avec les cicatrices et tout. » La nouvelle propriétaire, une jeune femme noire qui avait bâti sa fortune dans la biotechnologie, sourit. « Quand j'ai acheté la maison, cela en faisait partie. L'ancien propriétaire a dit que cela devait rester ici. J'ai recherché l'histoire. Votre histoire. Je voulais que vous sachiez qu'elle est préservée. Non pas comme un monument à l'obsession, mais comme un rappel que voir les gens, vraiment les voir, peut tout changer. » Alors qu'il quittait le manoir pour la dernière fois, Maya prit la main d'Alexander. « Des regrets » demanda-t-elle. « Un seul. Que cela m'ait pris si longtemps pour voir ce qui était juste devant moi. Nous avons tous eu nos angles morts. Plus maintenant. » « Non, dit-elle fermement. Plus maintenant. » La société de sécurité prospéra, la fondation s'étendit, et leur partenariat, tant professionnel que personnel, s'approfondit en quelque chose auquel aucun des deux ne s'était attendu, mais dont tous deux avaient eu besoin. Lors de la célébration du 2e anniversaire de l'entreprise, Alexander leva son verre aux employés et aux bénéficiaires de la fondation rassemblés. « Il y a 2 ans, je me suis tenu dans une salle du conseil et j'ai admis que j'avais été aveugle aux gens qui avaient rendu mon succès possible. Aujourd'hui, je me tiens ici reconnaissant d'avoir eu la chance de voir clairement. De voir les gardes de sécurité qui protègent les autres comme ils ont eux-mêmes eu besoin de protection. De voir les conseillers qui guident les témoins à travers leur peur parce qu'ils ont parcouru ce chemin. De voir les administrateurs qui mettent tout leur cœur dans chaque dossier parce qu'ils savent ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas la recevoir. » Il trouva Maya dans la foule, ses yeux brillants. « Surtout, je suis reconnaissant pour la femme qui m'a appris qu'être vu, vraiment vu, ce n'est pas être trouvé. C'est être reconnu pour qui vous êtes vraiment, avec les cicatrices et tout. » La pièce éclata en applaudissements, mais Alexander n'eut Dieu que pour Maya alors qu'elle s'approchait du podium. « À mon tour, dit-elle, prenant le microphone. J'ai passé 10 ans à fuir les ombres, à me cacher à la vue de tous, à devenir invisible pour survivre. Mais l'invisibilité est une sorte de prison. Il a fallu qu'un homme dépense 35 millions de dollars pour me trouver, pour que je réalise que je valais la peine d'être trouvé. Mais plus que cela, il a fallu qu'il perde tout pour enfin me voir, pour que je comprenne que je valais la peine d'être vu. » Elle regarda directement Alexander. « Nous avons commencé comme des étrangers au Maroc, sommes devenus chasseurs et chassés pendant une décennie, puis employeurs et employés pendant 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes partenaires dans tous les sens du terme, et demain. » Elle sourit. « Demain, nous continuons à construire quelque chose qui vaut la peine d'être vu. » Plus tard ce soir-là, alors que la célébration se terminait, il se tenait sur le balcon surplombant les lumières de la ville. Harry, maintenant en 3e année à l'USC, les rejoignit. « Vous avez bien fait, tous les deux, dit-elle simplement. Vraiment bien. Nous avons eu de l'aide, dit Maya, passant un bras autour de la jeune femme qui était devenue comme une fille pour elle. En parlant d'aide, dit Harry avec un sourire. J'ai parlé à quelques camarades de classe des stages. Vous pourriez recevoir des candidatures bientôt. Envoyez-les toutes. Dit Alexander. Nous interviewerons tout le monde, même s'ils n'ont pas des CV parfaits. Surtout alors. Les meilleures personnes ont souvent les lacunes les plus intéressantes dans leur histoire. Alors qu'Harry franchissait la porte pour rentrer à l'intérieur, Maya s'appuya doucement contre Alexander, laissant enfin tomber la carapace qu'elle portait depuis si longtemps. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait la vulnérabilité, ce geste simple et pourtant immense de dépendre de quelqu'un d'autre. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'un étonnement fragile. « Quoi ?» répondit-il, attentif. « Je n'ai plus peur pour la première fois depuis plus d'une décennie, je ne regarde plus par-dessus mon épaule. »« Tant mieux, dit-il doucement, car je veux que tu regardes devant toi.
Nous avons tellement à construire ensemble. Elle se tourna dans ses bras, le visage baigné par la lumière douce qui filtrait à travers la pièce. Tu me vois vraiment, maintenant, n'est-ce pas? Chaque parcelle de moi belle, compliquée, courageuse. Et tu n'es pas déçu. C'est juste moi. Pas la femme mystérieuse que tu croyais chercher. Maya, tu n'as jamais été juste quelque chose. Tu as toujours été tout. Il m'a simplement fallu trop de temps pour l'admettre. Alors elle l'embrassa, un baiser tendre mais sûr, qui portait en lui la promesse silencieuse de tous les lendemains qu'ils allaient bâtir ensemble. À l'intérieur, leurs téléphones vibrèrent en même temps. Une alerte d'actualité s'afficha, Price Carter Security remporte un contrat fédéral pour les services de protection des témoins. Leur entreprise allait désormais protéger officiellement d'autres personnes comme Maya l'avait été jadis, invisible, vulnérable, mais infiniment digne d'être sauvée. Prêt pour ça? Demanda Alexander, les yeux brillants. Je l'ai toujours été, répondit-elle, un sourire au coin des lèvres. Je ne le savais juste pas jusqu'à maintenant. Ils retournèrent ensemble vers la chaleur de l'intérieur. Au loin, dans un autre quartier de la ville, le portrait du vieux manoir captait la lumière de la lune à travers une fenêtre. Les cicatrices sur la toile formaient des motifs d'ombre et de clarté qui semblaient animer le visage peint d'un sourire discret. Le fantôme avait disparu. La chasse était finie. Mais leur véritable histoire, elle, ne faisait que commencer. Dans sa poche, le téléphone de Maya vibra de nouveau. Un dernier message, signé de l'agent Foster, j'ai vu la nouvelle du contrat. Il n'aurait pas pu être attribué à de meilleures personnes. Merci de nous avoir montré que les témoins ne sont pas seulement des dossiers à traiter, mais des êtres humains à reconnaître. Elle montra l'écran à Alexander. Il sourit, puis répondit depuis son propre téléphone, nous méritons tous d'être vus. Il suffit d'avoir les bons yeux. Et enfin, après tant d'années de fuite et de recherche, de cachette et de quête, ils comprirent tous deux la vérité, être vu ne dépendait ni de la perfection, ni du mystère, ni même d'une quelconque valeur approuvée. C'était une question d'humanité, de vulnérabilité, de réalité. Et dans le regard l'un de l'autre, ils étaient exactement cela, pleinement, complètement, enfin. Combien de personnes invisibles croisez-vous chaque jour, sans même les remarquer? Et quelles histoires extraordinaires pourraient se révéler à vous si, un instant, vous décidiez vraiment de les voir? Parfois, les trésors les plus précieux ne sont pas cachés dans des contrées lointaines, ils se tiennent là, tout près, attendant simplement qu'un regard les reconnaisse.